Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Précis de politique japonaise. Du même auteur. Shinto et politique dans le Japon contemporain, Paris l'Harmattan 2010. Remerciements. Merci à mes collègues Iwamoto Misako et Terakawa Shiro pour leurs précieux commentaires et les nombreuses informations fournies. Toute ma reconnaissance va également à messieurs Aoyama Hirotada et Iwawaki Keiichi pour leurs témoignages concernant le métier d'homme politique. À noter. Selon la pratique japonaise, les noms japonais de personnes présentent le patronyme en premier. Les termes japonais ont été romanisés selon la méthode Hebbum. Introduction, brève histoire politique de l'après-guerre. Ce livre est un état des lieux exhaustif de la politique au Japon, au début de la seconde décennie du XXIe siècle. La dimension historique y est présente uniquement lorsqu'elle permet d'éclairer la situation présente. Aussi cette introduction constitue-t-elle le lieu idéal pour amener rapidement le lecteur du Japon de 1945, celui de la défaite, au Japon d'aujourd'hui, grande puissance économique mondiale. Ainsi, à travers l'évocation détaillée de l'action de quelques premiers ministres emblématiques, nous allons dans ce qui va suivre retracer les principales étapes de l'histoire politique japonaise de l'après-guerre. Le Japon de l'après-guerre, c'est d'abord la défaite et ses conséquences psychologiques et matérielles. Sur le plan psychologique, le choc est rude. Il s'agit de l'échec des idéologies qui sont nées après la restauration Meiji, 1868, et qui jusqu'au 15 août 1945 nourrirent des générations de Japonais. Parmi ces idéologies on trouve pêle-mêle un pays riche, une armée forte, l'esprit japonais vaincra la technologie occidentale, le Japon est un peuple élu descendant des divinités fondatrices du pays et la dynastie impériale l'incarnation de ses origines. En 1945, le peuple japonais réalise soudainement que toutes ces idéologies sont désormais caduques, puisque l'armée qui était censée être forte a perdu, de même que l'esprit japonais. Enfin, l'empereur a dû officiellement renoncer à son caractère divin. Pour tenter de surmonter, voire d'oublier cette détresse morale et surtout pour relever le pays de ses ruines, le peuple japonais se lancera alors dans la reconstruction et le développement économique. Aussi, jusqu'à la fin des années 1980 et l'éclatement de la bulle spéculative immobilière, l'économie constituera-t-elle un élément essentiel de la politique des gouvernements japonais successifs. Mais revenons aux premières années d'après-guerre. Yoshida Shigeru, 1946 à 1947 et 1948 à 1954. La préoccupation majeure des dirigeants japonais au moment de la défaite était de préserver le corps national, Kokute no Goji. Concrètement, le corps national renvoie au régime politique qui confère à l'empereur la souveraineté politique. Yoshida Shigeru, Premier ministre de 1946 à 1947, puis à nouveau de 1948 à 1954, fut animé d'une préoccupation similaire. C'est notamment Yoshida qui serait parvenu à convaincre l'empereur de ne pas abdiquer. Il répondait également ainsi à une demande du général MacArthur, commandant en chef des forces d'occupation américaines, qui estimait que la personne de l'empereur lui serait utile pour orienter le Japon dans une direction plus démocratique. Yoshida était persuadé que le corps national japonais ne pourrait pas perdurer sans le système impérial. Pour lui, la famille impériale constitue la base de la nation japonaise et celle-ci serait dangereusement menacée dans son existence si cette famille venait pour une raison ou pour une autre à disparaître. Aussi Yoshida Shigeru était-il à l'égard des forces d'occupation extrêmement reconnaissant d'avoir permis non seulement la survie du système impérial, mais également le maintien sur le trône d'Hirohito II. Les dirigeants du Japon de cette époque, tout en ayant conscience que des réformes importantes étaient attendues par l'occupant, ne mesuraient pas encore vraiment l'ampleur des bouleversements dont les Américains allaient être à l'origine. En effet, hautement novatrices et démocratiques, les principales orientations de l'autorité militaire américaine au début de l'occupation du Japon étaient les suivantes. Administration indirecte du pays, c'est-à-dire à travers les structures étatiques japonaises, réforme des structures féodales et ou autoritaires en vue de la mise en place d'institutions démocratiques,
garantie des libertés de culte et de conscience, encouragement de l'activité des partis politiques, libération des prisonniers politiques, défense des droits fondamentaux de la personne, et notamment ceux des femmes à qui est attribué pour la première fois le droit de vote, incitation au démantèlement des zaibatsu ou cartels industriels japonais, redistribution des terres agricoles 3. Il faut ajouter à toutes ces mesures une importante purge politique, au point que les partis qui s'étaient réorganisés à la fin de la guerre virent pour la plupart leurs effectifs décimés 4. Notons cependant qu'avec la fin de l'occupation américaine, bon nombre de bannis reviendront sur le devant de la scène politique. Le Premier ministre Yoshida Shigeru incarne les premières années d'après-guerre qui furent marquées jusqu'en 1952 par l'occupation américaine. Pendant cette période, l'adoption en 1947 d'une nouvelle constitution fut l'événement majeur puisque ce document constituera le point de départ du système politique encore en vigueur aujourd'hui. Nous consacrerons le premier chapitre de cet ouvrage à une présentation et à une analyse des points essentiels de ce document fondateur. Hatoyama Ichiro, 1954 à 1956, et Kishi Nobusuke, 1957 à 1960. Les deux principales figures politiques de la deuxième moitié des années 1950 furent Hatoyama Ichiro V, Premier ministre de décembre 1954 à décembre 1956, et Kishi Nobusuke, Premier ministre de février 1957 à juillet 1960. Hatoyama a principalement à son actif l'unification du clan conservateur. En effet, le 15 novembre 1955, le Parti libéral Gyuto et le Parti démocrate Minshuto opèrent une fusion qui donnera naissance au Parti libéral-démocrate Gyuminshuto. Avant cela, au début de cette même année, le Parti socialiste japonais qui était alors divisé entre le Parti socialiste de gauche, Saachakaito, et le Parti socialiste de droite, Uashakaito, inquiet de la forte popularité du nouveau Premier ministre, avait décidé de se réunifier, ce qui sera chose faite à l'automne. Cette décision eut pour effet de hâter l'unification du clan conservateur, inquiet de la montée en puissance du Parti socialiste, dont les projets d'inspiration ouvertement marxistes effrayaient par ailleurs le patronat suisse. La popularité de Hatoyama Ichiro fut donc en quelque sorte, par un phénomène de réaction en chaîne, à l'origine de ce qui sera par la suite appelé le système de 1955 Nen Taisei. Ce système qui, sur le plan de la répartition des forces politiques, durera jusqu'au début des années 1990, est caractérisé par un parti libéral-démocrate PLD, largement majoritaire et une opposition menée par le Parti socialiste, jamais véritablement en mesure de s'emparer du pouvoir. L'autre personnage politique marquant de cette période, le Premier ministre Kishi Nobusuke, a souvent été présenté comme le symbole de la purge avortée des forces d'occupation américaines. En effet, à la fin de la guerre, Kishi avait été arrêté et en raison de sa participation dans le gouvernement militaire du Japon d'avant la défaite, devait être jugé en tant que criminel de guerre. Il fut finalement libéré sans jugement à l'issue du tribunal de Tokyo, en décembre 1948. Kishi Nobusuke parvint donc en moins de 10 ans à parcourir le chemin qui mène de la prison de Sugamo, lieu d'incarcération des inculpés pour crimes contre la paix, à la plus haute fonction politique du pays. Les deux principaux objectifs du Premier ministre Kishi furent la révision de l'article 9 de la Constitution, clause de non-remilitarisation du pays, et la signature d'un nouveau traité de sécurité nippo-américain. Dans son esprit, les deux questions étaient liées. En effet, un Japon à nouveau détenteur d'une force armée serait en meilleure position pour renégocier le traité de sécurité avec le partenaire américain. Cependant, à cette époque, le Parti socialiste détenait plus du tiers des sièges à la Chambre des représentants. Or, toute réforme constitutionnelle doit être approuvée par une majorité des 2/3. Kishi fut donc obligé d'abandonner son premier projet, et consacra son mandat aux négociations avec les Américains en vue de la révision du traité de sécurité 7. Le processus de révision arriva à son terme au mois de mai 1960. Le texte du traité fut alors littéralement passé en force par les députés du Parti libéral-démocrate.
les parlementaires représentant le Parti socialiste avaient entamé un sit-in d'obstruction qui fut levé par l'irruption des forces de police dans le Parlement. Le 4 juin, la colère de plus de 5 millions de citoyens japonais atteignit un sommet à l'occasion d'une manifestation d'opposition d'ampleur nationale. Il était dorénavant clair pour un certain nombre de cadres du Parti libéral-démocrate que Kishi ne pourrait pas rester plus longtemps au pouvoir. Le traité révisé fut finalement ratifié et le 23 juin, les membres du gouvernement Kishi démissionnèrent en bloc. La capitale qui venait de vivre quelques semaines d'intense agitation retrouva alors assez rapidement son calme. Ikeda Hayato, 1960 à 1964, et Sato Aizaku, 1964 à 1972. Le nouveau Premier ministre Ikeda Hayato, juillet 1960 au novembre 1964, sut faire oublier les questions liées au traité de sécurité nippo-américain en lançant une grande partie de ses concitoyens dans la frénésie de la croissance économique. Ikeda entama en effet son mandat en fixant au pays pour objectif le doublement du revenu national en 10 ans, objectif atteint au bout de 8 ans. Les années 1960 furent également marquées au Japon, comme dans la plupart des pays industrialisés ou en voie d'industrialisation, par une révolte socialo-libertaire de la jeunesse. Comme aux États-Unis, la jeunesse japonaise condamnait la guerre du Vietnam, d'autant plus que le Japon constituait alors une base arrière dans le cadre de l'effort de guerre américain. La jeunesse, en particulier les étudiants, fit à cette époque preuve d'un engagement politique extrême qui conduira une partie d'entre elles à des affrontements tragiques avec la police, comme par exemple en 1969, lors du siège et de la bataille de la tour Yasuda, symbole de la plus prestigieuse université du pays, l'Université de Tokyo. Le lendemain de la clôture des Jeux olympiques de Tokyo, Ikeda renonça au pouvoir en raison d'un cancer de la gorge. Il put cependant désigner son successeur en la personne de Sato Aizaku, frère de l'ancien Premier ministre Kishinobu Suke. Sato restera au pouvoir pendant près de 8 années, novembre 1964 au juillet 1972. Il s'agit aujourd'hui encore du plus long mandat de l'après-guerre. Les Japonais se rappellent de Sato Aizaku comme du Premier ministre qui a mené les négociations avec les États-Unis en vue de la rétrocession de l'archipel d'Okinawa. Le territoire redevient japonais à la fin du mandat de Sato le 15 mai 1972. À partir des années 1970, le calme social et politique s'installant de manière définitive, les Japonais allaient pouvoir se consacrer au développement économique et rattraper l'Occident, et même, à l'exception des États-Unis, le dépasser. La formule du futur Premier ministre Tanaka Kakuei, une restructuration de l'archipel japonais, est emblématique du keynésianisme triomphant de cette époque. La formule est en fait le titre d'un livre best-seller que Tanaka avait fait publier en juin 1972, peu de temps avant sa prise de fonction. Tanaka Kakuei, 1972 à 1974. Avec Koizumi Junichiro, 2001-2006, Tanaka Kakuei, juillet 1972 au décembre 1974, est sans doute le Premier ministre qui a le plus profondément marqué les consciences japonaises de l'après-guerre. Tanaka était l'archétype du self-made man, et détonnait fortement à côté de la presque totalité de ses prédécesseurs qui étaient issus des meilleures universités et souvent de la haute fonction publique. Entre autres formules, il fut ainsi appelé le Premier ministre roturier, mais également bulldozer équipé d'un ordinateur, en raison de son style direct et efficace et de sa capacité à saisir rapidement toutes les dimensions d'un problème. Les attentes du public à son égard étaient extrêmement fortes. Il aura notamment à son actif le rétablissement des relations diplomatiques avec la Chine populaire. Mais Tanaka Kakuei rime aussi avec corruption. Il fut impliqué dans l'un des plus grands scandales de l'après-guerre, l'affaire Lockheed, du nom de l'avionneur américain à l'origine du pot de vin. En juillet 1976, 2 ans après sa démission du poste de Premier ministre, en raison déjà de fortes présomptions de mener d'affaires illégales dans son fief électoral de Niigata, Tanaka est arrêté par la police. Il sera libéré sous caution 3 semaines plus tard. L'effacement de Tanaka du devant de la scène ne signifiera pas pour autant sa retraite politique, bien au contraire. En effet,
jusqu'au début des années 1980 et le premier gouvernement Nakasone, 1982, il officiera comme shogun de l'ombre. Aucun premier ministre ne sera élu sans le soutien de sa faction, la plus importante à l'intérieur du Parti libéral-démocrate. La prouesse est d'autant plus remarquable que Tanaka, en 1976, suite à ses déboires dans l'affaire Lockheed, avait quitté le PLD et avait poursuivi sa carrière politique en tant que député indépendant. Ainsi, pendant plusieurs années, il présida de fait au destin du Parti conservateur sans en être membre. Tanaka n'ira jamais en prison car son procès, avec le jeu des renvois en appel et en cassation, s'est poursuivi pendant de longues années. Le 27 février 1985, une attaque cérébrale le terrasse. Tanaka ressortira de l'hôpital fortement amoindri et handicapé dans son élocution. Ainsi, c'est ce problème de santé et non la justice qui mit un terme à son influence de l'ombre sur la politique japonaise. Jusqu'en 1990, pendant 43 ans, Tanaka Kakuei aura réussi à se faire élire et réélire à 16 reprises à la Chambre des représentants. Il décède le 16 décembre 1993. Il est tout à fait paradoxal de constater que ces importantes zones d'ombre dans sa carrière politique n'auront pratiquement pas d'influence sur sa popularité future. En effet, si l'on en croit les sondages, Tanaka Kakuei est un des politiciens japonais de l'après-guerre les plus estimés par la population 9. Selon un vote populaire organisé par le journal Asahi en 2010, Tanaka arriverait en 4e position dans la liste des leaders politiques du millénaire, derrière des grandes figures historiques comme Sakamoto Ryoma, 1835 à 1867, personnage de la restauration de Meiji, Tokugawa Ieyasu, 1543 à 1616, fondateur de la dynastie des shoguns qui dirigèrent le Japon pendant plus de 2 siècles, et Oda Nobunaga, 1534 à 1582, grand chef de guerre et unificateur du pays. L'idée, extrêmement répandue au Japon, qui veut que tous les politiciens soient plus ou moins corrompus, permet peut-être de résoudre le paradoxe de cette énorme popularité. Les années 1980 sont caractérisées par la confiance retrouvée du Japon, qui du statut d'élève modeste de l'Occident est passé à celui de modèle de développement économique. La façon japonaise de gérer les usines ou les entreprises est alors copiée dans le monde entier. Cette nouvelle assurance se traduira également par un certain retour du nationalisme dont le Premier ministre Nakasone Yasuhiro, novembre 1982 au novembre 1987, constituera la principale figure. Nakasone Yasuhiro, 1982 à 1987. Nakasone, avec l'intention de renouveler les règles politiques qui avaient été instaurées dans les années d'après-guerre, Sengo Seiji no Sokei-san, afficha notamment sa volonté de dépasser la limite de 1% du budget consacré à la défense par rapport au produit national brut, limite qui avait été instaurée officiellement en 1976 par le gouvernement Miki. Il parvint à ses fins avec le budget de 1987 dans lequel la part de la défense par rapport aux prévisions du PNB était de 1,004%. Le 15 août 1985, jour anniversaire de la défaite japonaise, Nakasone a en outre été le premier chef de gouvernement de l'après-guerre à avoir rendu une visite officielle au sanctuaire Yasukuni. Cet édifice religieux shinto, dans lequel sont honorés les mânes de ceux qui sont morts dans les guerres menées par l'État-nation japonais, était autrefois situé au cœur du dispositif idéologique du Japon impérialiste. Après la guerre, les forces d'occupation américaines ne détruisirent pas ce haut lieu de l'émulation nationaliste japonaise. Ils se contentèrent de le transformer en une fondation religieuse privée 12. Cependant, en raison notamment de vives protestations émises par la Chine, Nakasone décida de suspendre ses visites et les années suivantes ne se rendit pas au sanctuaire Yasukuni. Enfin, toujours dans le registre nationaliste, en 1986, lors d'une réunion du PLD, Nakasone Yasuhiro a également été l'auteur d'une déclaration au relent raciste qui aura un fort retentissement, d'abord aux États-Unis, mais très vite également au Japon. Voici en intégralité la phrase qui fit scandale et pour laquelle Nakasone présentera ses excuses. En Amérique, il y a pas mal de Noirs, de Portoricains ou encore de Mexicains.
Aussi le niveau intellectuel moyen est-il encore très bas, 13. Nakasone restera également dans l'histoire comme celui qui a privatisé les dernières grandes entreprises publiques, à savoir les tabacs japonais et les télécommunications en 1985, et surtout en 1987, les chemins de fer qui furent découpés en 7 entités privées, 6 compagnies régionales et une compagnie spécialisée dans le fret. Cette privatisation qui avait notamment pour but de régler le problème de la dette colossale contractée par les chemins de fer nationaux, aura un impact considérable sur les syndicats de travailleurs qui en ressortiront fortement affaiblis. Par ricochet, le Parti socialiste verra son influence réduite dans le monde du travail, et Nakasone pourra ainsi se vanter d'avoir fait d'une pierre deux coups. La décennie perdue et l'alternance politique, 1993. Puis, au début des années 1990, c'est l'éclatement de la bulle spéculative immobilière, c'est-à-dire l'effondrement soudain et spectaculaire des cours du foncier qui avait atteint des sommets dépassant largement la valeur réelle des biens négociés. Les 10 années qui suivirent ce choc économique de grande envergure, à l'origine de nombreuses faillites et de l'endettement d'un grand nombre de familles japonaises, furent appelées la décennie perdue. Il s'agit d'une période de tâtonnement politique et économique, durant laquelle le pays connaîtra près d'une dizaine de premiers ministres différents. La première alternance politique du Japon d'après-guerre constitue vraisemblablement l'événement politique majeur de cette période. Pour la première fois, aux élections de juillet 1993, les conservateurs du PLD, minés notamment par un certain nombre de scandales de pots de vin, ne parviennent pas à s'emparer de la majorité des sièges à la Chambre basse. Se forme alors une coalition hétéroclite englobant 8 partis dont le spectre politique s'étend du Parti socialiste à des partis du centre, voire de droite. Le gouvernement qui en est issu sera dirigé par un nouveau venu sur la scène nationale, l'ancien gouverneur de la préfecture de Kumamoto, Hosokawa Morihiro. Bien que descendant de la grande noblesse japonaise, il incarnait le renouveau et devint en très peu de temps extrêmement populaire. Son gouvernement ne durera cependant que 8 mois. Il aura néanmoins eu le temps de mener à bien une réforme fondamentale de la loi électorale. En effet, l'élection à la Chambre basse allait désormais se dérouler au scrutin uninominal majoritaire. Cette réforme déterminante qui mettait fin au scrutin plurinominal majoritaire allait ouvrir la voie à la constitution d'une scène politique animée par la rivalité entre deux grands partis 14. Cette réforme allait signifier la fin du système à un parti et demi qui durait depuis 1955. Koizumi Junichiro, 2001-2006 et la seconde alternance politique 2009. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.